Je vous propose donc de démarrer sur ce sujet, enfin ces deux sujets aujourd'hui. Donc vous voyez, on a deux sujets pour le prix d'un. Il s'agit donc aujourd'hui d'évoquer deux choses. D'abord, la problématique du portage des données dans le cloud. Alors, cloud, nuage, hein, je parlerai de cloud hein, pour simplifier, on va dire, le sujet. Donc, le problème du portage des données dans le cloud. Pendant de nombreux webinaires, vous m'avez entendu dire beaucoup de mal des GAFA et des GAFAM qui ne sont pas toujours animés des meilleures intentions. Cela dit, aujourd'hui, je vais être un peu plus, disons, non pas favorable, mais contraint de constater ce qui se passe. Et ce qui se passe sur le marché, eh bien, c'est que le cloud monte en puissance d'une manière extraordinaire. Et GAFA ou GAFAM ou pas, ça n'y changera rien, hein, c'est qu'il y a quand même un portage de plus en plus. Alors, la question est donc de savoir si, est-ce que les données sensibles, et on va y venir, hein, est-ce que ces données sensibles, on va les mettre dans le cloud ou pas? Je vais défendre la thèse de dire qu'il faut les mettre dans le cloud parce que de toute façon, c'est inéluctable et pour des raisons que je vais expliquer malgré les réticences. On voit encore ce qui s'est passé donc, avec Facebook aujourd'hui, hein, ou hier, avec 1 million de comptes quand même qui sont partis dans la nature. Malgré ça, d'abord, 1 million, c'est par rapport au nombre d'usagers, hein, on est quand même plusieurs milliards. Malgré ça, je pense que de toute façon, on n'a pas de choix. Donc, on va évoquer ce premier point. Et le deuxième point, on va se focaliser sur les entrepôts de données, sur les data warehouses. En prenant comme, on va dire, comme fil rouge, la montée assez incroyable d'une entreprise française qui s'appelle Snowflake, et donc qui a fait une espèce de cloud de une espèce d'architecture, de fédération de cloud, et qui a un succès aujourd'hui absolument phénoménal, numéro 1 au monde. En quelques années, 1500 personnes donc, qui sont employées dans cette compagnie, et qui a donc un certain nombre d'avantages pour fabriquer des data warehouses rapidement dans de bonnes conditions. La caractéristique, et c'est ça qui rejoint finalement le premier thème dont je parlais, c'est que eh bien, on est dans le cloud. C'est un entrepôt de données ou des entrepôts de données, mais pas chez nous. Ils sont dans le cloud. Donc, au fond, l'objectif que je vais poursuivre aujourd'hui, c'est d'essayer de montrer que de toute façon, qu'on le veuille ou non, donc on va vers un système qui va être dans le cloud. Bien. Alors, on va donc suivre comme sommaire. Alors, premièrement, d'abord, je vous donne mon avis, hein, pas obligé de suivre mon point de vue, mais je crois depuis très longtemps que plus les données sont sensibles, confidentielles, eh bien, il faut les protéger. Et je crois depuis très longtemps que malgré votre compétence, voire même la nôtre, eh bien, on n'est pas au même niveau que les professionnels dont c'est le métier. Alors, peut-être que ces professionnels sont plus ou moins animés de mauvaises intentions, mais il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut véritablement protéger la disponibilité de ces données, c'est une chose. Protéger la confidentialité, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Il ne faut pas confondre. On va bien sûr essayer de faire les deux, bien évidemment, mais c'est quand même pas pareil. Donc, moi, je crois que justement, plus les données étaient sensibles, eh bien, plus je vais les mettre dans le cloud. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Si avec un peu de chance, je marche sur un petit paquet, je tombe sur des billets de 100 $, et il y en a pour 100 000 $, je ne vais pas les garder chez moi. Parce que, on ne sait jamais, on peut venir me cambrioler, et je n'ai pas les moyens de mettre des portes blindées partout.
donc je vais les mettre là où on sait protéger l'argent, c'est-à-dire dans les banques, qui par ailleurs sont toutes plus ou moins escrocs sur les bords. Je dis ça entre guillemets gentiment. Et donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, plus les données sont sensibles, plus moi j'irai donc les mettre dans le nuage. Alors, c'est une étape, à mon avis, qui se passe actuellement, et en particulier avec la montée en puissance de Snowflake. Eh bien, c'est une étape nouvelle vers la pérennisation donc, du cloud. Jusqu'à maintenant, on disait, je mets les traitements là-bas, les données, éventuellement, je les garde à la maison. Très bien. C'est vrai que ça montait aussi. Et on disait que dans très peu de temps, 70 à 80% donc, des traitements seraient effectués donc, dans le cloud. Mais maintenant, avec le fait de dire je vais mettre des données sensibles dans le cloud sans que cela me donne de l'urticaire, eh bien, c'est une étape de franchie. Parce que jusqu'à maintenant, la réticence qu'avaient les utilisateurs, c'était surtout ça. On ne veut pas mettre nos données n'importe où, et n'importe où, c'était donc le cloud. Je crois donc qu'il s'agit bien d'une étape symbolique dans la pérennisation du cloud, pérennisation voulant dire que finalement le cloud devient mon système d'information. Ça aussi, on l'imaginait depuis pas mal de temps, mais maintenant c'est vraiment devenu une réalité. Ce qui va avoir des conséquences très importantes en matière d'équipe à garder à la maison, quel sera le type de développement qu'on va faire après. Vous voyez, c'est donc pérennisation donc, du cloud, ça c'est une certitude. Par ailleurs, le succès de Snowflake et puis de certains autres opérateurs donc, sur le cloud vient de ce que l'on sépare les notions donc, de stockage de données et de traitement de données. C'est particulièrement vrai avec Snowflake puisque le traitement il est fait en mode, en mode cluster, donc avec des process qui s'exécutent en parallèle dans ce cluster. Mais le stockage, c'est tout à fait autre chose. Le stockage est complètement séparé. Et c'est l'une des raisons, à mon sens, qui explique le succès d'ailleurs de Snowflake. Bien. Donc on sépare ça. Alors on parlera de manière globale donc de DAAS, c'est-à-dire de Data as a Service, c'est-à-dire qu'on met les données sur le cloud. Mais bien entendu, ce n'est pas que l'entrepôt de données, il n'y a pas que ça. Il y a énormément donc, de cas d'usage de ces données, et c'est, on va dire maintenant, la convergence donc, de toutes les données, en particulièrement, on parlera donc des entrepôts de données. Alors, la nouveauté d'aujourd'hui, ce qui me paraît incontestable, c'est que l'on ne parle plus d'un cloud. Celui qui va dire demain, je vous propose une solution de stockage chez moi, des traitements dans mon cloud, mais vous restez chez moi, il ne perdurera pas. Maintenant, si vous n'êtes pas connectable aux autres clouds, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, c'est là encore l'une des raisons qui explique le succès de Snowflake. Parce que Snowflake, c'est un système de cloud, bien entendu, puisqu'il y a un cloud Snowflake, mais vous ne pouvez pas l'installer chez vous, hein, ce n'est pas possible ça. Par contre, vous pouvez installer toute l'infrastructure de cluster de Snowflake dans AWS, donc d'Amazon, ou bien dans Azure, et depuis peu de temps chez Google, en attendant de le faire, apparaît-il, prochainement sur Alibaba. Donc, vous voyez, là encore, mon avis, le coup de génie qu'ont eu les deux créateurs de Snowflake, ça a été ça. Ça a été de se dire maintenant, je ne peux plus vivre, même dans le cloud, en autarcie. Il faut que je puisse communiquer avec d'autres clouds, importer des données, tout au moins importer des définitions de données. Et on verra, ça encore, c'est un avantage de Snowflake, c'est de dire, je vais travailler dans mon entrepôt de données avec des données qui changent chez Amazon, très bien, mais je ne les télécharge pas. Je ne copie pas les données. J'utilise l'autre cloud. Ouais, c'est pas pareil. Et tout ça, ça fait quand même un certain nombre d'ingrédients qui expliquent ce succès d'outil assez extraordinaire quand même de Snowflake, sur lequel je reviens bientôt. Et donc, c'est ça qu'on va appeler l'extension dynamique. Pourquoi? Tout simplement parce que si à un moment donné, vous avez un entrepôt de données avec des données qui sont réparties dans un certain nombre de clouds, pas nécessairement Snowflake. Hein. Et puis, il y a un nouveau besoin qui arrive. Eh bien, dans les situations antérieures, qu'est-ce qu'il fallait faire?
Il fallait donc trouver les données, faire des extractions dans nos fichiers, créer des métadonnées pour les décrire, et ça nous prenait quelques semaines quand ce n'était pas des mois. Là, on le fait d'une manière automatique, dans la mesure où les données existent quelque part. Il suffit d'en avoir la définition, donc des métadonnées, et on peut les réutiliser sans les copier. Évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre système d'information devient résilient. Un nouveau besoin n'implique pas automatiquement de faire collaborer 25 personnes pour installer des nouvelles choses dans votre entrepôt de données. C'est donc vraiment du multi-cloud, en laissant les données là où elles se trouvent. Donc, Snowflake, vraiment étonnant comme réussite, mais vous verrez, je ne suis pas nécessairement très optimiste quant au futur de Snowflake, pour des raisons qui sont plus liées au mode de commercialisation et au côté propriétaire du cœur de données qui se trouve dans son système. Et c'est un petit peu le syndrome de Docker, mais j'y reviendrai. On regardera bien entendu les avantages et les inconvénients de Snowflake, et au fond, on se repose exactement les mêmes questions qu'on s'est posées il y a quelque temps quand on parlait de Docker. Mais Docker, maintenant, est dans une situation qui n'est pas bonne. Et donc, on retrouve un petit peu le même contexte. Et puis, eh bien, arrive avec le cloud, les entrepôts de données, etc., et le DAS arrive donc maintenant à un nouvel écosystème avec un certain nombre d'acteurs. Certains sont connus, d'autres le sont moins. Alors, les chiffres, comme toujours, pour positionner donc les choses, ce n'est pas encore le cloud entre les entrepôts de données. Dans le cloud de Data Warehouse, ce n'est pas encore un marché absolument phénoménal. Vous savez, si on reprend toujours un petit peu la référence du chiffre d'affaires d'Apple, à peu près plus de 200 milliards de dollars, là, on tourne autour d'une, selon les chiffres, entre 10 et 40 milliards de dollars à horizon 2026. Alors, tout le monde est optimiste avec ce qu'on appelle des CAGR, donc, qui sont relativement importants, au-delà souvent de 20% donc, par an, mais ce n'est pas encore quelque chose de phénoménal. D'ailleurs, ce qui est lié au fait que le marché de l'entrepôt de données n'est pas un marché qui se régénère, mais comme ça, sans arrêt. Donc, c'est plutôt à cause de ça. Mais, de mon point de vue, c'est plutôt quelque chose de significatif de ce qui va se passer pour bientôt. Alors, le premier point que je voulais donc évoquer, comme je vous le disais, plus les données sont donc sensibles. Alors, je sais que je choque beaucoup de gens en disant ça, mais je suis convaincu d'avoir raison. D'abord, il faut quand même avoir des convictions, sinon on ne serait pas là. Je crois que le risque, tout au moins que la crainte des usagers de confier à des étrangers, entre guillemets, des données sensibles, elle va commencer à diminuer. Elle va commencer à diminuer parce qu'on s'y habitue. On s'y habitue, et c'est vrai qu'on nous alimente avec un certain nombre de scandales, mais au fond, moi je crois que malheureusement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce qu'on peut raisonner à l'inverse, c'est ce que j'explique ici. Moi, je vous le dis depuis très longtemps, je prétends qu'on pratique un métier qui n'est pas le nôtre. Je suis informaticien comme vous, mais d'origine, je suis physicien. L'informatique est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe. Bon, quand je travaillais chez mes pétroliers, j'étais d'abord pétrolier, avant d'être informaticien. Mais en fait, je vous l'ai dit souvent, on pratique un métier comme ça, parce qu'on est obligé de le faire. Démarrer les serveurs, réactiver un switch qui est en panne, ou la prise qui est défaite, rebooter un routeur, vous voyez, ou changer les adresses IP dans le routeur, vous voyez, ou d'écrire, je l'ai souvent dit aussi, d'écrire les schémas des bases de données. Moi, je prétends que ce n'est pas mon travail. Mon travail à moi, c'est de dire, voici comment sont organisés mes clients, et de faire un schéma conceptuel, mais pas de faire un schéma logique de base de données. Donc, on s'est habitué aussi à ça. Et on s'est habitué à faire un travail qui n'était pas le nôtre. Encore une fois, c'est vrai. Mais ça fait 50 ans que ça dure. Et donc, on n'a pas de raison donc, que ça s'arrête. Bon. À terme, là, c'est une conséquence qui me paraît évidente. Je trouve que les schémas directeurs que l'on voit actuellement sont un tout petit peu inconscients, parce que je suis certain qu'on ne sera plus concerné par les côtés matériels et logiciels des infrastructures, et même si elles hébergent des données sensibles.
Ce n'est pas parce que je vais mettre, alors parce qu'un entrepôt de données, on peut très bien le mettre en mode IaaS, donc en termes d'infrastructure dans un cloud, c'est moi qui peux administrer donc l'infrastructure, mais ce n'est pas mon métier de faire ça. Moi, mon métier, c'est de faire des médicaments, c'est de faire des trous dans le sol, c'est de ramasser des oranges et de les distribuer. C'est ça mon métier. Et donc, c'est quelque chose qui n'a aucun sens et qui n'a aucun sens depuis toujours. Bon, alors, maintenant, si l'entreprise, j'insiste bien là-dessus, si l'entreprise doit communiquer, c'est-à-dire qu'elle doit communiquer avec des partenaires, avec des fournisseurs, bon, en dehors donc des militaires, je sépare bien, des militaires et des organisations plus ou moins secrètes dont font partie donc les militaires, je suis sûr que la meilleure manière de garantir la qualité et la disponibilité des données sensibles est donc de les confier à ceux qui en ont la pratique. Ils savent s'en servir, ils savent traiter ce genre de choses pour une raison simple, c'est que c'est leur vie qui est en jeu. Imaginez qu'ils fassent mal leur travail, on n'ira pas travailler chez eux, on n'ira pas chez eux. Et donc, je veux dire, le risque est quand même très important. Maintenant, moi, je crois qu'il faut y aller. Et dans les schémas directeurs, il faut être un peu aventureux. C'est-à-dire qu'il faut se dire que de toute façon, ce sera comme ça. Par contre, on peut prendre un certain nombre de précautions. On peut prendre des précautions juridiques, on peut prendre des précautions en matière de sauvegarde. Oui, on peut faire du C2C, c'est-à-dire du cloud to cloud. Et justement, quand vous avez une fédération donc, de cloud, c'est quand même plus facile à faire, encore que ce soit quelque chose qui ne soit pas toujours évident en dehors de Snowflake. Hein. Pas toujours évident du fait de la multitude des formats de fichiers. Bon, enfin, on traitera ça correctement, on fera des tests en vraie grandeur pour récupérer les données, parce que ce n'est pas tout de sauvegarder, encore faut-il pouvoir les récupérer. On participe à des groupements d'utilisateurs, j'insiste beaucoup là-dessus, pour surveiller la politique donc, des prestataires. Et les questions qu'on se pose, qui est capable de mettre les ressources nécessaires à la gestion des infrastructures? Tous les clients que je vois aujourd'hui, les équipes réseau, les équipes infrastructures, elles diminuent comme peau de chagrin. Non pas que leur périmètre d'intervention aurait diminué à cause du cloud, pas à cause de ça, mais parce qu'il faut faire des économies. Alors, on tape là-dedans. Et donc, c'est pas là où on va trouver des gisements d'amélioration de la gestion des infrastructures. Vous voyez, bon, pour les aspects, par exemple, de sécurité ou les aspects donc système, pour réagir en cas de panne ou d'attaque, vous croyez qu'on est capable de réagir correctement aujourd'hui? Non. On va donc faire confiance à des prestataires donc externes, et là, on va être exactement dans la même situation. Je vous dis, et j'y crois vraiment, à partir de 2030 à peu près, nous n'aurons plus le choix. Et nos données, confidentielles ou non, mais sensibles, nous les mettrons dans un cloud. Et ne me dites pas que vous allez prendre un cloud souverain parce qu'il est sur la géométrie du Canada ou de la France, et donc ça vous garantit la disponibilité des informations. C'est une plaisanterie douteuse. Une plaisanterie douteuse. Parce que, je l'ai souvent dit aussi, quel est le criminel qui va s'arrêter à la frontière en disant « je ne vais pas plus loin parce que je n'ai pas le droit ». Donc, il faut peut-être arrêter de rêver. 2030, vous verrez, hein, 2030, eh bien, on mettra des données qui sont sensibles là-bas. Bien entendu, va se poser un problème de dépendance. Problème de dépendance que l'on vit actuellement à cause de la guerre en Ukraine. On voit bien les problèmes des céréales, on le voit aussi dans le domaine de la fabrication des processeurs et circuits intégrés. On voit la dépendance que nous avons par rapport, par exemple, au lithium aujourd'hui. Il se trouve qu'il ne pousse pas le lithium n'importe où, et donc il y a les problèmes de dépendance auxquels il faudrait quand même faire attention. Il n'y a pas de solution miracle. Malheureusement, donc, il n'y a pas de solution miracle, mais je crois qu'il va falloir essayer un petit peu d'habiller cette poussée vers le cloud, y compris sur les données sensibles. Alors, quelles sont les données sensibles? Moi, je m'engage. Hein.
tout ce qui a un caractère, bon, bien sûr de sensibilité, mais d'intégrité, par exemple, de risque d'intégrité. Ça peut être la raison, ça peut être aussi la confidentialité, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Ça peut être des données personnelles. Bon. Moi, je crois que les données de santé, à laquelle je tiens beaucoup, eh bien, pour les protéger, la meilleure manière, ce n'est pas de les garder chez soi. On les mettra là où, en principe, on pourrait les protéger. Vous voyez, les données financières de l'entreprise auxquelles on ne veut pas toucher, pareil. Les données judiciaires, alors selon les pays, ce n'est pas tout à fait pareil, mais les données judiciaires sur les condamnations, eh bien, si je veux être certain que n'importe qui ne puisse pas l'utiliser et me faire du chantage, eh bien, je les mettrai là où normalement je n'en entrerai pas. C'est ma banque. Voyez, les données personnelles, mon identité, mes goûts, les choix effectués en matière d'équipement, les avis que j'ai pu donner, eh bien, je les mets dans le cloud. Les données de mes clients. Et c'est là où c'est contradictoire d'ailleurs avec des contraintes réglementaires de type donc, RGPD, par exemple, hein, ou Cloud Act hein, aux États-Unis. Eh bien, si vraiment, je voulais garantir ces données dites personnelles ou les données clients, comment puis-je faire pour y arriver, moi, puisque je n'ai pas les moyens, je n'ai pas nécessairement les compétences et je n'ai pas nécessairement les outils pour le faire. Donc, je vais me tourner vers celui qui sait bien faire des choses, et comme par hasard, c'est le cloud. Alors ça, on me prend pour un fou quand je dis ça, mais je vous assure, c'est quelque chose d'inéluctable. Plus les données sont, on va dire, sensibles au sens générique du terme, à mon avis, plus elles seront donc dans le cloud. Bien. Alors, je vous disais que c'est une étape dans la pérennisation. D'abord, j'évoquais tout à l'heure le fait que bon, le danger que représentent donc les prestataires et les GAFAM aujourd'hui inquiète un petit peu moins. Alors, j'ai souvent donné beaucoup de récriminations hein, contre les GAFAM parce que je trouve qu'ils ne se comportent pas d'une manière correcte, ils nous volent des données, ils ne nous rémunèrent pas, enfin bon, etc. Mais quand on regarde bien, je vous dis, on s'y habitue. Bon, on nous dit demain, voilà, il y a 100 millions de comptes qui sont maintenant dans la nature chez Google. Ah bon hein, j'ai déjà dit qu'autrefois, si un compte client géré par IBM, avec ses mainframes dans une banque, apparaissait dans le public, c'était le scandale absolu. Et il y avait procès. Et tout le monde en parlait. Je me souviens de procès absolument monstrueux de ce point de vue-là. Mais maintenant, bon, alors, c'est vrai qu'on peut dire que c'est pas bien, qu'il va y avoir des scandales, il y en a eu, voilà, on a eu Facebook, etc. Mais on s'y est habitué. On s'est habitué, et puis au fond, on se dit, c'est toujours pour les autres. Et puis, bon, si jamais ça arrivait, on peut peut-être se protéger. Les GAFAM sont dans le paysage maintenant. Ce sont eux les véritables, ce sont les véritables patrons en fait, de tout ça. Bien, si vous voulez, en ce moment, à part quelques, j'allais dire, broutilles, broutilles telles que celles de Facebook en ce moment, donc avec 1 million de comptes, la une des journaux, c'est pas les scandales du cloud. Hein. Alors, il y en a, bien sûr, mais on est passé quand même à autre chose. Les gens, les GAFAM, mais pas simplement les GAFAM, hein, d'autres prestataires donc, dans le cloud, ont des avantages que je ne peux pas concurrencer parce que je n'en ai pas les moyens. Et si je veux mettre mes données sensibles et les mettre, si vous voulez, les protéger, je n'aurai pas les moyens de le faire. Comment voulez-vous garantir une disponibilité permanente? Moi aussi, j'ai été longtemps donc DSI. Et donc, comment voulez-vous assurer 7-1-4? Il faut monter des systèmes 3.8, des robots logiciels pour tester tout. C'est impossible. Il vous aurait toujours à un moment donné où, boum, on est en rade. Ça peut être des raisons qui m'incombent ou des raisons qui incombent aux fournisseurs, mais ça arrive. Les prestataires, quand on regarde la disponibilité réelle des ressources qui sont dans le cloud, depuis 5 ans, eh bien, elles sont quasiment permanentes.
je ne suis pas capable d'assurer la même chose. Vous voyez, les coûts. Si on était véritablement honnête, on irait jusqu'au bout dans la définition des coûts. Il n'y a pas que les coûts des machines, hein. Il y a les salaires, il y a la formation, il y a plein de choses qui vont tomber là-dedans. Quand on compare, en général, pas toujours, mais en général, quand vous comparez donc les coûts d'infrastructure entre celles qui sont hébergées par le cloud et équivalentes à celles que j'ai, moi, à demeure, évidemment, je coûte beaucoup plus cher. Alors, il y a des cas où ce n'est pas vrai. C'est exact. Et il faut faire attention parce que c'est un peu comme, le lait sur le feu. Hein. Mais bon, mais en général, c'est vrai. En plus, s'il y a des problèmes d'infrastructure, je vous disais, des routeurs qui ne reconnaissent plus les adresses IP, bon. Mais c'est leur affaire. Ça ne m'empêche pas de dormir. Or, c'est justement ces problèmes-là qui m'ont empêché de dormir et pendant des années. J'avais monté des systèmes de petits robots logiciels qui testaient systématiquement la disponibilité des données et des applications, jour et nuit, et je m'envoyais donc des messages d'alerte s'il y avait des problèmes. Ça m'a empêché de dormir pendant des années. Pendant des années. Or là, si Microsoft, Google et les autres ne dorment pas, moi, ça ne m'empêche plus de dormir. Chacun son travail. Moi, je vends des médicaments. Je ne suis pas là pour démarrer des serveurs. La résilience, la fameuse résilience par rapport aux nouveaux besoins, il faut toujours faire ça pour le lendemain matin, mais ce n'est pas possible. Quand il faut mettre une machine nouvelle avec Linux dedans, mais pas n'importe quelle version, et puis tel système d'authentification, plus telle application, je ne sais pas réagir comme le voudraient mes clients. Et il passe son temps à m'injurier en me disant que tu n'es pas bon. Il n'a pas tort d'ailleurs. Alors que là, c'est la résilience et disons la réactivité aux besoins nouveaux, c'est le problème du prestataire de cloud. Bon, c'est évident. En plus, il est beaucoup plus à l'écoute des problèmes de sécurité, par exemple. Lui, il sait, est-ce que vous pouvez me dire, moi je ne sais pas, en tout cas aujourd'hui, quelles sont les 5 dernières attaques significatives sur Windows 11 qui se sont fait jour ces derniers temps. On n'en sort plus. Alors que eux, c'est leur travail. C'est à eux de le savoir et c'est à eux de le faire. Et ils ont des outils pour ça. Ils ont même des personnels spécialement dédiés à ça qui surveillent, qui vérifient et qui contrôlent. Donc ça, tout ça, excellent. En plus, ils ont une plus grande ouverture au format. N'importe quel type de format, ils sont capables de les traiter, que ce soit pour les fichiers ou d'autres applications. Et puis, les contraintes réglementaires, on me demande de les mettre en place. Mais eux doivent les mettre en place, sinon ils ne viennent pas travailler chez nous. Si quelqu'un, une entreprise américaine qui veut travailler en France, ou si elle ne respecte pas le RGPD, on ne travaillera pas avec eux. Alors que si on me demande à moi de mettre en place les structures qui me permettront de respecter donc RGPD, là, je ne suis pas sorti de l'auberge, hein, parce que ça ne va pas être facile du tout. Bon. Et puis donc, les garanties de performance, je suis incapable d'assurer le même niveau de performance. Eux ont des contrats que l'on appelle des SLA, Service Level Agreement. Et donc, en fonction de ces contrats, qui lient donc le client avec le fournisseur, eh bien, ils s'arrangent pour que leur système fonctionne toujours de manière, non pas parfaite, mais de la manière la plus adéquate. Et donc, ils ont souvent avec des systèmes MPP multiples, de traitement multiparallèle, ou des systèmes de clusters. Et c'est ce que fait d'ailleurs Snowflake, hein, exactement ce que fait Snowflake. Et donc, ils se mettent en ordre de bataille pour réagir immédiatement, voire même en temps réel. Écoutez, moi, je ne suis pas capable de faire ça dans des délais aussi courts, ce n'est pas possible. Mais eux, ils ont toutes les compétences, les ressources, et j'ai peut-être aussi les moyens pour le faire, parce que ça, c'est leur métier. Encore une fois, je le répète, moi je suis pharmacien, donc ce n'est pas la même chose. Alors, j'ai pris comme exemple, pour un petit peu illustrer donc mon propos, les comptables. Il n'y a pas si longtemps, les comptables, alors que je leur sortais donc de merveilleux systèmes dématérialisés numériques, bien entendu, d'abord ils n'en voulaient pas. S'ils ne pouvaient pas toucher le papier, ils en faisaient 6 exemplaires, ça ne fonctionnait pas.
J'ai sorti des milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers de pages qui allaient finalement directement au pilon, qui ne servaient à rien. Mais ils étaient rassurés. Reconnaissez quand même qu'aujourd'hui, avec peut-être les nouvelles générations, mais en tout cas, ça a quand même changé. Et les comptables maintenant ne font plus une éruption cutanée de boutons s'ils n'ont pas la facture papier sous la main. Eh bien, c'est pareil pour le cloud. Si certaines personnes, entreprises aujourd'hui disent « je n'irai pas mettre mes données sensibles dans le cloud », je suis convaincu que ça ne durera qu'un temps. Alors, je vous disais que parmi donc, les éléments qui me paraissent importants aujourd'hui, c'est donc la séparation donc, du stockage et du traitement. Ça, c'est fondamental. Alors, je vous ai représenté sur ce schéma différentes solutions qui pourraient se présenter donc, à vous, avec au milieu, c'est celle de Snowflake, mais je n'ai pas mis que c'était Snowflake. Alors, vous voyez, il y a par exemple, on peut mettre toutes, on parle des données, toutes les données dans le cloud, mais le traitement se fera localement. Bon, je veux que le traitement soit local. C'est peut-être une bonne idée, peut-être une mauvaise idée, ça dépend bien entendu des contextes. Mais toutes les données sont dans le cloud. On peut ici aussi imaginer que toutes les données sont dans le cloud, mais tous les traitements sont dans le cloud également. Vous voyez, et je ne suis finalement qu'un terminal qui va accéder donc à ces résultats. De manière donc d'utiliser donc le cloud selon que je remettrai ou non donc les traitements. Et puis je peux avoir une répartition également. Ça se produit assez souvent, en particulier pour des données qui sont très sensibles. Alors, moi, je ne suis pas convaincu. Mais il y a des clients qui considèrent qu'il y a certaines données qui ne doivent pas déborder donc, des limites de leur entreprise. Donc, ils les gardent à la maison, souvent avec dans des clusters. Bon, très bien. Une partie des données se trouve donc dans le cloud, une partie des données se trouve en local, mais du point de vue logique, elles sont perçues comme si elles ne constituaient qu'un seul silo de données. Et de la même manière, les traitements, les traitements pourront également être répartis dans le cloud ou à domicile. Là, ça dépendra, bien entendu, de ce que l'on va faire. J'y crois pas trop, mais bon. Et puis le système donc, de Snowflake, donc encore une fois, c'est un entrepôt de données donc, embarqué dans un cloud, mais en version multi-cloud. Eh bien, tout est dans le cloud, et dans plusieurs clouds, et l'utilisateur, il n'y a aucun traitement qui se fait chez lui. Vous ne pouvez pas installer Snowflake donc, localement. Vous ne pouvez même pas faire un cloud privé avec l'infrastructure Snowflake que vous mettriez dans un cloud public. Ce que l'on peut tout à fait faire, normalement. Un cloud privé, vous pouvez l'imaginer, Azure, et puis vous l'installez quelque part, dans un autre cloud. Là, vous ne pouvez pas. Là, vous êtes vraiment dans un mode qui est fermé. Donc, mode multi-cloud fermé. Voilà. Donc, différentes manières, finalement, d'abord de séparer le traitement du stockage, et puis donc différentes manières de répartir donc les responsabilités. Alors, sur ce schéma ici, pour conclure, si vous voulez, sur le côté, on va dire, DAS, le portage des données dans le cloud qui me paraît donc inéluctable. J'ai mis ici le comment et le pourquoi, j'ai mis ici ce que peut faire pour nous donc le cloud. Pourquoi voulez-vous que j'aille me casser la tête à monter des trucs, par exemple, un entrepôt de données? Le succès de Snowflake vient de... C'est lui qui a... C'est son entrepôt de données, c'est son data warehouse. Est-ce que je veux installer un data lake? Donc, un data lake, auquel je ne crois pas beaucoup d'ailleurs. Mais bon, c'est encore des soucis, c'est compliqué, quel produit je vais prendre, avec quoi je vais le connecter, bon, quelles sont les applications qui vont être connectées donc, à ces données. Je peux aussi parler maintenant, on peut me demander donc d'installer des data lakehouse. On a une nouveauté, ça. Donc, vous voyez, entrepôt de données, data lakes, lakehouse, plus toutes sortes de données que vous pouvez imaginer, c'est un kaléidoscope absolument épouvantable. Bon, je peux m'adresser à un cloud en lui disant, tu m'installes tout. Tu m'installes tout, et moi, je ne vois ces données qu'à travers des couches de virtualisation, c'est ce que fait
exactement donc Snowflake, hein, et donc puisqu'il y a des entrepôts virtuels, hein, et puis j'ai les applications peuvent être locales, mais en général, elles seront portées par le cloud. Et dans le cloud, j'aurai tout. J'aurai les contrôles réglementaires, les aspects qualité de données, vous savez, data quality management et master data management, donc la gestion de la qualité des données, eh ben, ça sera embarqué dans le cloud. Les aspects sécurité, pareil. L'intégration des données sources que j'ai montré ici en haut de ce schéma, assuré par des fonctions sur le cloud. Le formatage, il y a toujours des problèmes de formatage. Les métadonnées de description pour les entrepôts de données. La gestion des caches. Bon, pourquoi voulez-vous, j'allais m'embêter à monter ça, parce que ce n'est pas simple. Hein. Les aspects confidentialité, les aspects, on va dire, voyez, tous ces aspects-là, restauration, sauvegarde, tu te débrouilles. Et moi, je suis l'utilisateur d'une application porté en général par le cloud, qui me permettra de vendre mes médicaments. Parce que, encore une fois, ça, c'est mon métier. Donc, je suis convaincu que dans les années qui viennent, la grande majorité donc, de ces fonctions, qui sont des fonctions, on va dire plutôt d'infrastructure, hein, vous voyez, Data Lake, Lakehouse et puis Data Warehouse, seront dans le cloud. Dire le contraire, c'est ne pas regarder, ne pas comprendre que le monde a changé. Le monde a beaucoup changé et ça c'est pas rendre service à des personnes qui vont se retrouver sur le carreau dans quelques années de la faute de gens qui n'auront pas anticipé sur ce qui va se passer. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'il y a des choses à faire, hein, il y a beaucoup de choses à faire, en particulier du côté des utilisateurs. Mais bon, il faut donc regarder ça de près. Alors, j'ai rappelé simplement ici, pour introduire donc le principe donc, de ce que fait remarquablement, à mon avis, donc Snowflake, j'ai rappelé donc comment fonctionne un entrepôt de données, hein, puisque Snowflake, c'est donc un entrepôt de données, donc un data warehouse, dans le cloud, hein, et il n'est que dans le cloud. Alors, je rappelle qu'un entrepôt de données, en général, fonctionne même à 99%, sur des données qui sont relationnelles, fondées sur le principe ACID, hein, atomicité, consistance, etc. Donc, on va chercher les données, on les extrait et on les met dans une autre base de données, ou alors on les laisse là où elles sont, mais simplement on a des outils qui permettent d'y accéder. Quelle que soit d'ailleurs la solution qui est retenue, on a des métadonnées descriptives qui permettent donc d'asseoir les requêtes qui sont des requêtes de type SQL, donc le langage SQL, pour sortir des résultats, des tris, faire de la prévision, etc. Bon, ça, c'est donc, on va dire, la structure habituelle. Les entrepôts de données et data warehouse, jusqu'à maintenant, on les installait chez nous. Hein, on avait un ou plusieurs serveurs qui faisaient ce travail. Donc, c'était à nous de nous préoccuper du choix de l'ETL, par exemple, l'outil d'extraction des données et donc de consolidation des données dans une, on va dire une base de consolidation. C'était nous qui devions faire ce travail. Et c'est pas évident, hein, c'est pas évident, d'autant plus que les besoins peuvent changer. Et s'ils changent, il faut qu'ils changent tout ça. Et donc, voilà, ça, c'était le principe, en tout cas, d'un entrepôt de données. Eh bien, figurez-vous que, d'abord, les bases, c'est le même problème que les bases de données. Moi, je pense qu'on est exactement dans la même situation sur les bases de données avec les entrepôts qu'on a connus il y a quelques temps. Vous avez ici, sur ce schéma, que j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de vous présenter, comment ça a évolué. Finalement, une base de données, la première solution avec le cloud, ça a été de mettre la base de données dans une machine virtuelle. Voilà. Opérée ou non par l'utilisateur, mais dans une machine virtuelle et donc avec son système d'exploitation. Bon. Mais au fond, c'était simplement utiliser le cloud comme, on va dire comme de l'hébergement, hein. Ça n'est rien de plus. Et puis, vous aviez deux autres façons de gérer les bases de données et qui sont très intéressantes parce que très significatives et qui montrent le chemin qui a été choisi donc, par Snowflake. D'abord, vous avez des instances de bases de données, des bases de données classiques, Oracle, DB2, etc., sur les bases normales, entre guillemets, donc accessibles par le même langage de requêtage que SQL. Mais la différence ici avec le cloud, c'est qu'un certain nombre des services de base du management de ces bases de données est assuré par le prestataire de cloud et plus par vous.
Donc c'est un moyen, on va dire, de rester dans un univers qui est connu, mais quand même en transférant chez d'autres la responsabilité d'opération, de gestion d'infrastructure, de sécurité, etc. Et ça, c'est exactement ce que fait donc ce que fait Snowflake, puisque Snowflake, lui, il fait tout. Et donc, vous n'avez plus rien à faire, si ce n'est qu'à utiliser votre entrepôt de données qui se trouve dans le nuage. Et puis, la troisième solution, un petit peu différente, ce sont des bases de données natives dans le cloud. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait Oracle, ce n'est pas tout à fait DB2 ou MySQL, ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, pas pareil, mais ce sont des bases de données qui sont gérées nativement par le prestataire et qui peuvent servir donc de base pour des applications nouvelles. Passer d'un oracle à un oracle-like, je ne crois pas que ce soit toujours la meilleure des solutions. Mais ce qui est important dans l'approche que je vous montre ici, c'est que le cloud a pris en charge un certain nombre des fonctions qui sont des fonctions de management de la base de données. Eh bien, sur les entrepôts de données, et c'est pour ça que c'est, à mon avis, une étape qui est cruciale, parce qu'en prenant en charge donc, ces fonctions pour un entrepôt de données, eh bien, ça veut dire qu'on ne dépendra plus de problèmes, on va dire, qui seront des problèmes locaux, on aura plus de sécurité, donc je mettrai plus de données sensibles dans le cloud. Et donc, il y a un corollaire que l'on peut faire entre ce qui s'est passé pour les bases de données et ce qui s'est passé, donc, et ce qui va se passer maintenant de plus en plus avec le cloud. Alors, je vous ai mis ici, bon, c'est ça, à gauche, vous avez simplement un rappel, un petit rappel de ce que je viens de vous montrer, à savoir d'un entrepôt de données traditionnel. Alors, qu'est-ce que pourrait faire le cloud? Je ne dis pas que c'est ce que fait Snowflake ou équivalent, parce qu'il n'y a pas que Snowflake. L'idéal dans le futur, ce serait quoi? Ça serait d'abord d'avoir des entrepôts de données, mais qui accepteraient tous les formats. Alors, j'ai mis ici du relationnel, du XML semi-structuré, des fichiers JSON, hein, qu'on peut parfaitement déstructurer d'ailleurs, mettre ça dans une base relationnelle, des fichiers texte, des fichiers avec des séparateurs tels que des CSV, des bases de données NoSQL. On voudrait pouvoir avoir toutes sortes de formats en entrée. La réalité, c'est qu'en matière d'entrepôt de données, on est plutôt concerné on est toujours avec des bases relationnelles. Et en fait, Snowflake, c'est un système relationnel. C'est un système SQL. Mais la différence, c'est qu'il est complètement dans le cloud et c'est lui qui tient les manettes. Vous allez voir, hein, ça a des côtés quand même assez étonnants. Bon, on veut pouvoir récupérer donc ces données en entrée, et puis on veut pouvoir créer des formats intermédiaires de stockage. Ça, c'est exactement ce que fait donc Snowflake, hein, avec, si on veut, on peut très bien avoir comme format intermédiaire de l'Hadoop, hein, des fichiers Hadoop, hein, des fichiers HDFS. Ça peut être aussi des fichiers JSON, pourquoi pas. Mais ça peut être également d'autres types, donc parquet, par exemple, d'Apache, hein, qu'on retrouve assez souvent. Donc, des possibilités de conversion en un format unique. Vous voyez, une espèce de, pas dire compilation, mais une transformation de ces données sources en un format donc unique sur lequel va s'appliquer un moteur qui sera un moteur de requêtage. Voilà, c'est ce que j'ai représenté ici, et qui, lui, ne connaîtra plus, vous voyez, XML et les autres. Non, il ne connaît qu'un format intermédiaire et il attaque ça. La différence avec Snowflake, c'est qu'il attaque justement en SQL. De manière à ressortir quoi derrière? Bien pareil, des requêtes, des résultats de type requêtage SQL, des requêtes ad hoc, on pourra interfacer des produits analytiques, etc. Et tout va se faire dans le cloud, avec des performances de très haut niveau et avec extensibilité transparente des ressources. C'est-à-dire que si j'ai besoin de ressources, eh bien, elles augmentent pratiquement en temps réel quand j'en ai besoin. Ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus mon problème. Et c'est quand même très différent conceptuellement avec on va dire, l'introduction d'un cœur, hein, on va appeler ça un cœur de données, dans lequel va donc tomber toutes les données que l'on aura transformées issus donc de leurs sources. Mais c'est ça la grande différence. Bien. Alors c'est une
Alors, Snowflake, pourquoi je ne suis pas là pour faire de la publicité pour Snowflake, hein, mais Snowflake est une compagnie française à l'origine, malgré son nom. Hein. Ça a été créé donc en 2012. C'était une application d'entrepôt de données en mode SaaS, donc Software as a Service, dans le cloud. Elle a son propre code, donc de 2012, hein, donc ça fait maintenant 10 ans, créé par deux Français, qui sont des anciens de chez Oracle. Alors, ce qui est amusant dans cette affaire, c'est qu'au fond, comme leur objectif, c'était de faire mieux et moins cher qu'Oracle, ils ont fait exactement ce qu'a fait Larry Ellison par rapport à IBM quand il est parti d'IBM. Il est parti avec il est parti avec SQL qui a donné lieu à SQL comme langage de requêtage. Et au fond, il a joué un tour de Ross quand même à IBM. Alors là, les deux créateurs de Snowflake ont fait exactement la même chose, donc avec Oracle, et bien entendu des outils différents. C'est un cloud qui est mondial. En très peu de temps, hein, il y a 13 régions, hein, vous savez, la notion de région dans le cloud, c'est ouvert à tous les clouds publics importants. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez fédérer les clouds différents sans provoquer des transferts de données. Ça, c'est vraiment intéressant. Simplement, on va dire en transférant la définition et les métadonnées donc descriptives. Bon, l'objectif, je vous disais, c'était d'être plus rapide et moins cher donc Oracle. Hein. Alors, Snowflake est caractérisé par un cœur. Et c'est ça, sa grande originalité. Et on va déjà un petit peu décrire comment ça fonctionne. Il y a 3 choses dans Snowflake qu'il faut connaître. 1, tout est dans le cloud et c'est lui qui fait le boulot. Moi, je ne fais plus rien. Enfin, plus rien. Sauf en tant qu'utilisateur. Il y a une séparation entre le stockage donc, des données qui se font avec des clusters et puis la partie traitement. La partie traitement est séparée. Elle fonctionne en mode multiparallèle, en mode dit MPP. C'est-à-dire qu'elle permet donc d'avoir des requêtes extrêmement lourdes et très conséquentes hein, en matière de machine, mais sans grandes conséquences négatives. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Le stockage, c'est une chose, le traitement, c'est autre chose, avec des systèmes de micro-parties. Alors, c'est du relationnel, n'oubliez pas, mais avec des moyens de stockage, quand même, avec des moyens de représentation, donc des données qui sont quand même très particuliers. C'est-à-dire qu'on est avec des bases, avec des données qui sont relationnelles, mais le stockage, il se fait en mode colonne, un peu comme Cassandra, par exemple, ou Big Data de chez Google, c'est-à-dire avec un stockage en colonne et non pas ligne par ligne. Plus un système de micro-partition sur les lignes des bases de données relationnelles, et ça vous donne finalement un cœur qui est très spécial, qui a été breveté. Et Snowflake, donc, a breveté la chose, ce qui, de mon point de vue, n'est pas forcément le plus intelligent qu'ait fait Snowflake, parce que c'est aussi une contrainte. À partir du moment où vous avez quelque chose qui donne lieu à des licences, on n'est plus dans des systèmes ouverts. Or, le monde aujourd'hui, ce sont des systèmes ouverts. Ce ne sont plus des systèmes à licence, mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc, on a, vous voyez, un cœur hein, avec 2 choses très différentes, le stockage et puis le traitement en mode MPP, micro-partition, etc. Plus, donc, tout est fait dans le cloud. Indépendance donc complète, bien sûr, entre le traitement et le stockage. Et alors, du point de vue des usagers, comment les utilisateurs voient toutes les données? Eh bien, ils les voient à travers des entrepôts virtuels. Et je vais vous montrer juste après, je vais vous montrer le schéma de tout ça. Entrepôts virtuels, et donc servis par des plus ou moins donc, de ressources. Hein. On pourra avoir des clusters avec 2, 3, 4, 10, 500 nœuds de traitement et qui vont fonctionner en mode donc, multiparallèle. Et c'est quand même quelque chose de très particulier, je vous dis, qui a été breveté. Donc, les traitements donc, sont effectués par des clusters dédiés, donc un par entrepôt, donc virtuel. Alors, Snowflake, ce n'est pas un ETL, ce n'est pas un extracteur de données, hein, j'insiste bien là-dessus, mais
il supporte tous les outils d'intégration qui existent sur le marché, les plus connus étant compatibles Java avec JDBC, voire plus anciens avec de type ODBC par exemple. Ce n'est pas non plus un outil d'analyse, mais Snowflake est compatible avec tous les outils d'analyse qui existent sur le marché. Donc ça ne vous gêne pas. Et si vous voulez étudier vos applications, il n'y a aucun souci, vous avez mis ici une liste de connectiques qui existent. Hein. Vous avez des clients CLI, vous savez, les clients CLI, c'est l'architecture de Microsoft, .NET. Hein. Vous avez un Snowflake si vous travaillez en Python ou en Spark, hein, qui sont des outils pour le Big Data. Kafka, pareil, hein, pour le Big Data. Si vous travaillez en Node, donc JavaScript, sur les serveurs, eh bien, vous avez un Node.js driver. Voilà. Vous avez en PHP, si vous voulez travailler en PHP, vous avez ce qu'il vous faut. Vous avez des API, par exemple Snowflake SQL API, qui vous permettent donc de faire ce que vous voulez. Vous voyez, donc c'est quand même très puissant. Très puissant. Alors, je vous montre, d'abord, du point de vue des chiffres, c'est quand même assez fou. Hein. Regardez bien. 5 milliards de requêtes sont attendues cette année. Alors, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Moi, je vous dis que c'est quand même pas mal. Hein. 5 milliards de requêtes. C'est 2500 clients, 500 de plus actuellement à chaque trimestre. À la fin, donc 2020, donc il y a 2 ans, ou 1 an et demi, Snowflake était évalué à 70 milliards de dollars. Et c'est pour ça que ça me rappelle un petit peu l'histoire de Docker, qui lui aussi avait, pour les containers, hein, qui lui aussi avait été évalué à des sommets absolument énormes, mais qui ne s'est pas vendu au bon moment. Et puis maintenant, il est parti dans le mur. Hein, voilà. Et donc, maintenant, est-ce que le modèle de licence est crédible? Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que aujourd'hui, on le voit par exemple avec, regardez, dans le domaine des réseaux, les fameux réseaux LP1. Les réseaux LP1, ce sont des réseaux qui permettent de relier des objets, des capteurs. Vous avez un système donc, qui est européen, donc un LP1 européen, qui est fondé sur des licences. Et puis vous avez un système ouvert, américain, mais avec un certain nombre de partenaires là-dedans qui est ouvert, et vous participez donc à l'évolution du système LP1. Eh bien, le premier système est actuellement en cessation de paiement et il est pratiquement en faillite. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas rassuré par un environnement ouvert qui vous garantit que tout ça va évoluer et vous ne dépendez pas d'un fournisseur, je dirais que c'est un peu contradictoire avec ce que je disais sur le cloud. Je le reconnais, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu d'ambiguïté là-dedans. Mais je crois que ce n'était pas une bonne solution. J'ai bien peur que Snowflake, il pourrait bien lui arriver, ce qui est arrivé justement à Docker il n'y a pas si longtemps. Alors voilà donc le schéma. Hein, le schéma donc, que vous trouvez dans Snowflake. Hein, donc, vous voyez, donc, en haut, vous avez donc tous les services de cloud, toute la gestion d'infrastructure, tous les outils d'optimisation, la gestion des métadonnées pour les données, parce que je rappelle qu'on est en relationnel quand même, les problèmes de sécurité. Vous avez le niveau des traitements. Le niveau des traitements, c'est ce qu'on appelle donc dans l'architecture, donc Snowflake, c'est-à-dire les entrepôts virtuels. Alors, vous avez des entrepôts virtuels qui sont servis par des moteurs plus ou moins puissants. Ici, j'ai mis des engrenages. Hein. Il pourrait y en avoir un, il peut y en avoir 1000, ça dépendra. Et puis, vous avez le niveau, ça c'est le niveau stockage, le niveau traitement. Et puis, vous avez le niveau stockage avec les sources de données et qui sont organisées, je vous dis, en mode colonne avec un système de micro-partition. Et ça, c'est très, 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 très original. Et ça explique le fonctionnement, l'organisation de ce stockage, explique les performances qui sont absolument hallucinantes. Le Snowflake a des résultats qui sont vraiment, vraiment extrêmement étonnants, et ça ne m'étonne pas de voir le nombre de clients qu'ils ont aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est donc, vous voyez, Snowflake, il faut bien le voir comme un système avec 3 niveaux. La gestion, on est dans le cloud, et uniquement dans le cloud, hein, pour l'entrepôt de données, le traitement en mode MPP, donc multiparallèle, et puis le traitement pour le stockage avec un système de micro-partition des lignes des bases de données et de micro-partition, donc, comme je viens donc, de vous le dire. Voilà, donc, un système colonne avec, donc, comme je vous dis, Cassandra, donc des bases de données de type NoSQL. Alors, est-ce qu'il y a des risques à travailler à partir avec Snowflake?
Les avantages. Bon, les avantages sont quand même bien connus. Hein. Comme tout est géré par Snowflake, c'est une très bonne chose. Matériel, logiciel, mise à jour, c'est leur problème. On l'a dit plusieurs fois, c'est la séparation entre le stockage et le traitement. C'est une chose intelligente hein, dans l'organisation et l'architecture. L'optimisation est automatique, ce n'est plus mon problème. Tout ce qui concerne l'indexation, les problèmes de partitionnement, dans le micro-partitionnement, c'est eux qui se débrouillent. Je peux faire des clones sans dupliquer les données, mais vous vous rendez compte à quel point c'est intéressant. Je fais des clones avec des données qui sont portées par Amazon, ailleurs, vous voyez. Je fais des clones, mais je ne transporte pas les données, ce qui est fondamental. L'adéquation des ressources, ça se fait en mode scale-out, c'est-à-dire en mode automatique, donc d'une manière immédiate lorsqu'il se produit une dégradation ou au contraire une surutilisation donc, des ressources ou sous-utilisation des ressources, hein, donc en mode scale-out. L'intégration des données, je vous dis, elle se fait sans copier les données. Les performances sont assez stupéfiantes, hein, sans des contraintes. Parce que des contraintes de performance, c'est nous qui les traitions avant. Là, c'est plus nous. Le paiement se fait à la consommation. Alors, on dit que ce n'est pas très cher. Moi, je veux bien, mais je me méfie quand même. Hein. Ça dépend quand même de ce que je fais. Et je dirais qu'effectivement, on peut espérer que c'est pas trop coûteux. Mais on peut aussi se dire qu'il peut y avoir des dérives. Hein. Ça, c'est tout le problème du cloud, justement. C'est qu'en général, il est moins coûteux, mais il arrive qu'il puisse être plus coûteux, voire beaucoup plus coûteux. C'est l'accès également, ça c'est contesté. Mais Snowflake vous permet donc d'accéder aux versions antérieures des données. Alors, certains vous disent que non, il faut rapatrier donc les données, faire des comparaisons. Ce que j'en ai utilisé jusqu'à maintenant, je m'aperçois qu'on peut assez facilement recharger des données donc antérieures. Grande diversité d'import des données, hein, je vous dis des fichiers plats, des fichiers, disons, tout ce qu'on a dit, Avro, hein, voilà, donc des fichiers parquet, c'est un nom qu'il faut garder en tête, ça maintenant. Hein, c'est une sorte de format intermédiaire, et vous verrez que ça va revenir assez souvent. Nous allons d'ailleurs le présenter prochainement donc, dans nos colonnes de Le Marceau. Même les fichiers S3, hein, vous savez, les fichiers S3 donc d'Amazon. Alors, pour la partie intégration, Snowflake s'appuie sur un partenaire qui est très important, qui est l'un des plus importants, qui s'appelle Mativion, qui se charge de toutes les opérations d'intégration de données qui viennent des clouds multiples. On voit bien que c'est quand même une véritable contrainte, un véritable besoin, hein, cette architecture donc, de cloud multiples. Alors, quelques inconvénients. On peut penser que le format du cœur est un peu compliqué et peut-être rajouter, pénaliser les performances. Ce que j'ai vu, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, mais on va quand même garder les oreilles ouvertes hein, pour regarder ça. Ça peut se produire. On reproche beaucoup, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on reproche beaucoup à Snowflake de ne pas avoir de communauté open source. Ce n'est pas de l'open source, qui permettrait donc de faire avancer la technologie, c'est le fameux syndrome Docker que je vous ai évoqué. Et ça, moi, je pense réellement que Snowflake n'est pas en phase avec l'histoire et que ça risque de lui coûter cher. Il ne peut pas piloter le monde, ce n'est pas possible. Les deux créateurs de Snowflake sont très brillants, ils sont très bons, mais ils ne sont pas tout seuls. Et donc, ça me paraît quand même dangereux. Et il y a un autre petit inconvénient que l'on reproche, mais à mon avis, c'est un petit peu secondaire, hein, c'est que les procédures cataloguées, les procédures stockées que vous écrivez en SQL, hein, vous les faites maintenant en JavaScript, vous les écrivez avec Snowflake. Hein. Vous pouvez le faire avec le langage script de Snowflake, ou alors vous pouvez utiliser le langage fonctionnel qui s'appelle Scala, qui a été créé donc, à l'Université de Lausanne. Et ça, ce sont des langages qui ne sont pas nécessairement connus et pratiqués par les gens qui sont les utilisateurs de Snowflake. Bon, cela dit, c'est quand même un gros avantage. Et donc, comme ceci, donc, je vais arriver à la fin de ma présentation, eh bien, ça vous amène donc un écosystème donc nouveau maintenant, avec des noms nouveaux. Alors, bien sûr, IBM, DB2 qui fait la même chose, c'est pas nouveau, hein. Snowflake est nouveau, mais vous avez des noms tels que Yellowbrick, par exemple, vous avez Panoply. Chez les grands, vous avez Teradata, chez Oracle, il est présent aussi là-dedans, SAP est présent là-dedans. C'est quand même une tendance de fond, hein. Une tendance de fond d'utiliser donc le cloud pour tout, et en particulier pour pérenniser
garantir, fiabiliser, rassurer les données les plus sensibles. Et vous verrez qu'à terme, vous les mettrez toutes dans le cloud, parce que c'est le seul endroit où vous pourrez les protéger. Ça va être votre coffre-fort, ça va être votre salle des coffres de la banque, c'est pas pareil. Bon. Peut-être dans l'un de vos coffres, il y a peut-être des choses qui sont plus ou moins, qui devraient plus ou moins y être, hein, mais c'est confidentiel, c'est dangereux, vous les mettez là-bas. Et donc, c'est ce qui va se passer. Et aujourd'hui, il y a un véritable écosystème vers ça. Et ne pas aller vers le cloud, aujourd'hui, sous prétexte qu'il y a danger pour ceci ou pour cela, alors là, j'avoue que je n'y crois pas du tout. Voilà ce que je voulais donc dire. Alors, mes prochains webinaires, j'attire votre attention sur le prochain qui aura lieu donc le 23 juin. Je vais vous montrer comment on utilise maintenant l'intelligence artificielle pour programmer. Alors, vous savez, les fameux GPT-3, GPT-4 qui permettent de programmer. Donc, je vous convie donc à venir à cette présentation. Voilà, c'est un peu... Bon, cette présentation est un peu à contre-courant de ce qui se dit donc sur le marché, hein, mais j'en suis assez convaincu. Hein, et je pense entre autres aux données très sensibles comme les données de santé ou les données judiciaires. Je ne veux pas qu'elles tombent entre les mains de n'importe qui. J'irai les mettre dans le cloud. Alors, pour l'instant, sur 10 personnes, il y en a une qui dit la même chose que moi et il y en a 9 qui pensent le contraire. Dans quelques temps, dans quelques mois, je vous propose de revoir la proportion si elle a changé. Merci infiniment pour votre attention et j'espère vous retrouver prochainement sur nos ondes, sur des sujets tels que justement l'aide de l'intelligence artificielle pour la programmation. À bientôt et merci de votre attention.